L'idée, c'est de présenter le contexte brièvement à l'identité numérique actuellement. Donc, certains doivent déjà le savoir, mais effectivement, d'ici 2031, donc, la majorité même des pays européens vont en mesure et doivent déployer une carte d'identité électronique permettant le développement d'un écosystème. J'insiste vraiment sur un écosystème quelque part. Alors, il faut activer le micro. On vous coupe, on fait de la censure pour ceux qui ont laissé les micros ouverts. On fait de la censure, mais ça reviendra sans aucun souci. Hein. Et donc, l'idée est de se dire qu'effectivement, avec le développement de tous ces services numériques, il va y avoir une nécessité en fait, d'associer une personne physique à une identité et un double virtuel. Ça devient un enjeu central sur lequel énormément d'acteurs se positionnent et se questionnent. Notamment également avec la crise sanitaire, on s'est bien rendu compte de la numéricité de nos usages, le fait que le télétravail soit de plus en plus généralisé, mais effectivement, il y a de plus en plus de questions au niveau de notre double virtuel et des services ou usages que l'on peut avoir en plus. Donc, il est indispensable en fait, de penser autour de cet enjeu tout ce qui est de l'ordre de la gouvernance, comment on peut proposer une identité qui est prise en compte soit par un acteur unique, soit par différents acteurs, de quelle manière, dans quel cadre, et surtout quel cadre de confiance on met autour de ça. Donc pour appuyer un peu notre discours, et je pense que plusieurs personnes dans les participants ont déjà vu passer ces éléments, mais il y a effectivement le Conseil national du numérique, donc le CNUM, qui a livré un rapport en juin dernier sur l'identité numérique comme une clé de voûte de la citoyenneté qui a permis d'avoir des premiers axes de réflexion et de pistes d'action, que ce soit pour les citoyens, les entreprises, mais également les collectivités. Et il y a également un programme interministériel, donc Valérie pourra notamment nous en parler par la suite, qui est en cours et en place depuis 2 ans, avec notamment le test d'Alicem, qui est la première solution d'identité numérique régalienne sécurisée. Donc, c'est effectivement des actions concrètes qui sont en place à l'échelle nationale. Et le but, c'est de voir également comment tous ces acteurs peuvent s'immiscer, on va dire, dans ces thématiques et eux-mêmes porter la suite d'une démarche. On va parler un peu de comment on va découper ce temps d'échange. On l'a organisé autour de 4 temps majeurs. Ces 4 temps, c'est tout simplement les problématiques qui sont ressorties de notre premier échange en juin. Voilà, on a défriché ce large sujet d'identité numérique pour aboutir à 4 grands temps sur les enjeux autour du sujet, la confiance et l'identité numérique, avec cette notion de confiance qui est ressortie et qui est très importante dans le déploiement des services numériques, la gouvernance, et puis ensuite un sujet qui nous concerne, enfin, essayer d'imaginer en quoi ce sujet nous concerne tous et du coup quelles implications on pourrait avoir. Donc pour commencer, on va laisser la parole aux intervenants en leur proposant de parler de leur identité, de se présenter tout simplement et de dire en quoi leur métier aujourd'hui s'inscrit dans ces réflexions autour de l'identité numérique, très brièvement pour ce premier petit tour de table. On va laisser la parole à Valérie, elle est à notre gauche de l'écran, donc on va faire dans un ordre visuel. Bien, bonjour à tous, merci de m'accueillir si rapidement dans votre échange. Donc moi je suis Valérie Pénaud, je suis en effet en charge, comme vous l'avez dit tout à l'heure, d'un programme interministériel. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que plusieurs ministères ont décidé de créer une sorte de mission entre eux, et donc les ministères concernés, c'était le ministère de la Justice, le ministère de l'Intérieur et le secrétaire d'État au numérique, auquel s'est rajouté en plus le ministère des Comptes publics dans un deuxième temps, pour promouvoir un moyen d'identification électronique, je reviendrai sur ce que ça veut dire et ce que nous proposons, qui soit sécurisé et qui notamment présente des niveaux de garantie au sens du règlement européen. Il y en a un de plus qui s'appelle le règlement EIDAS, que vous devez connaître, qui pose le principe d'interopérabilité des solutions d'identification au sein de l'espace européen. Donc c'est une mission en effet, comme vous l'avez dit, qui date d'il y a un peu plus de 2 ans et demi, mais c'est des temporalités qui
pour un système d'information et d'interaction et d'application, etc., ne sont pas excessifs, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque le cahier des charges est extrêmement lourd. Il est à la fois un cahier des charges en termes de sécurité technique, donc selon des exigences définies par le règlement EIDAS, mais c'est un cahier des charges auquel s'ajoutent évidemment, et c'est parfaitement normal et légitime, des règles relatives au cadrage juridique qui s'impose à ce genre de traitement, et évidemment au RGPD en première ligne. Et puis, il y a un cahier des charges aussi lourd que vous avez un peu mentionné, qui est relatif aux exigences d'inclusion et d'accessibilité qui s'attachent à un tel projet et qui, notamment, s'est trouvé très largement enrichi par les recommandations, notamment du rapport du CNUM que vous avez mentionné, et puis également des recommandations d'une mission parlementaire qui s'est tenue sur le sujet également en juillet dernier, qui a auditionné un certain nombre de participants, dont Madame Landreau, que je salue en même temps, dont j'avais écouté l'audition avec très grand intérêt. Et donc voilà, nous on est dans une projection pour qu'il y ait aussi en France une solution un peu sécurisée. Alors on n'est pas les seuls, enfin on va clarifier le sujet, hein. L'État n'est pas le seul à fournir un moyen d'identification électronique. Et il le fait d'ailleurs finalement en premier lieu pour ses propres usages, dont l'accès doit être évidemment sécurisé. Après, que ça puisse servir à autre chose, ça fait partie des discussions qu'on peut avoir, mais il le fait d'abord pour ses propres usages. Et puis, en l'état, on ne peut pas vraiment dire que la France soit extrêmement en avance, puisqu'en fait, aujourd'hui, 25 autres États européens ont déjà notifié des schémas d'identification sécurisés auprès de la Commission européenne. Donc, il y a aussi un enjeu de souveraineté sans doute aussi, mais d'interopérabilité au niveau européen. Donc, voilà un projet en cours sur lequel je reviendrai pour ces différentes étapes et ces différentes dimensions. Merci. Et bien, Isabelle, justement, on vous laisse prendre la suite. Bonjour, donc Isabelle Landreau. Donc j'interviens au titre de Génération Libre, donc expert des data. J'ai coordonné et rédigé donc un rapport qui s'appelle Les data sont à moi. Donc l'idée c'est que on défend la patrimonialité et la patrimonialisation des données à caractère personnel. Et évidemment, c'est un enjeu énorme concernant l'identité. Donc on va bien sûr définir quelle est l'identité numérique, quel est son périmètre. Et bon, par ailleurs, j'ai des activités, bien sûr, de DPO, de délégué à la protection des données, DPD en français. Et en effet, bon, la France, peut-être, est un peu en retard, mais je pense qu'on n'est pas à la course à l'identité numérique. Loin de là, je pense qu'il faut mieux organiser la structure et l'utilité. Et même si on est voilà, le 28e pays, ce n'est pas bien grave. L'essentiel, c'est que ça soit fait correctement dans le cadre technique qui est très, très important, qui est extrêmement lié au cadre juridique. Merci. Merci beaucoup. Caroline, je vais peut-être te laisser prendre la suite avec Narges. Oui, bonjour à tous. Donc Caroline Beauregard, je travaille pour le groupe SNCF au sein de la direction du digital, qui est partenaire du TUBA, comme on l'a dit tout à l'heure, d'ailleurs que je remercie encore pour l'organisation et l'invitation. Bon, je vais peut-être pas représenter le groupe SNCF parce que normalement tout le monde devrait à peu près le connaître. Juste pour vous situer, donc direction du digital, nous on est une entité en fait qui est transverse à tous les métiers du groupe, qui a pour objectif de faciliter l'accès des différentes entités aux innovations digitales. Et donc pour ça en fait on identifie par période des sujets un petit peu émergents qu'on explore, donc qu'on étudie en profondeur. Notamment, on explore autour de ça les cas d'application dans l'entreprise, les technologies sous-jacentes à ces sujets, et on formule ensuite des recommandations à l'adresse du groupe. Et donc, depuis le début d'année, on explore le sujet de l'identité numérique. On a notamment produit des travaux pour identifier les différents cas d'usage de l'identité numérique au sein du groupe SNCF. On étudie également le positionnement qu'SNCF peut avoir sur ce sujet, le positionnement au sein de l'écosystème qui est assez riche. Et donc, pour faire tout ça, on a procédé beaucoup par échange avec justement cet écosystème, principalement français, parce qu'on est
un groupe quand même très ancré francophone. Donc on a regardé beaucoup ce qui se faisait dans notre secteur, la mobilité, et on a regardé aussi ce qui se faisait et ce qui peut se faire également dans d'autres secteurs complètement différents du nôtre. Et c'est comme ça qu'on a été amené à échanger, notamment avec les différents invités ce soir, et qu'on a été amené à identifier des tendances sur l'impact que pourra avoir l'identité numérique sur les activités du groupe SNCF. Très brièvement, Narges Miré, donc je suis dans l'équipe de Caroline, et comme j'ai travaillé avec elle sur cette question, je compléterai éventuellement les réponses si besoin. Mais je suis surtout intéressée pour voir aussi quelles vont être les questions du public et les réactions, parce qu'on a besoin justement d'avoir un peu de feedback pour pouvoir se positionner. C'est pour ça qu'on remercie encore le TUBA de nous permettre de le faire. Merci à vous. Et pour finir, on va demander à Pierre-Charles de se présenter. Oui, bonjour à tous. Donc, Charles-Pierre Astelfi, je suis le secrétaire général du Conseil national du numérique. Donc, le Conseil national du numérique, c'est une instance qui est chargée, c'est une instance publique qui est chargée de conseiller le gouvernement sur les sujets numériques de façon très large. On a travaillé sur l'accessibilité des services pour les personnes en situation de handicap, sur l'impact environnemental du numérique, sur l'identité numérique tout récemment. Donc, c'est composé, pour vous donner une idée, c'est composé de 30 membres qui sont des personnalités du monde du numérique, qui sont indépendantes une fois qu'elles ont été nommées. Donc, on raconte ce qu'on veut. Et il y a à peu près un an, on nous a demandé de travailler sur l'identité numérique. Donc, ça, c'était à la demande de Cédric Haut, le secrétaire d'État chargé du numérique, et on a sorti un rapport sur le sujet donc au mois de juin dernier, comme ça a été dit. Dans ce rapport, nous, on aborde principalement l'identité numérique sous l'angle de l'identité numérique, disons, régalienne ou souveraine. On en parlera peut-être un petit peu après. Il y a plein d'identités numériques. Pour nous, c'est vraiment quelque chose qui se met au pluriel. Et on a sorti des recommandations pour le gouvernement, les collectivités, les différents acteurs de l'écosystème pour bien développer l'identité numérique en France. C'est quelque chose qui se développe et c'est quelque chose qui mérite de se développer correctement pour que ce soit le plus inclusif possible pour tous les citoyens. Merci beaucoup d'ailleurs pour cette transition, parce qu'effectivement, l'identité numérique est quelque chose qui se conjugue au pluriel. Est-ce que, autour de la table, vous pourriez dire justement quelle est votre définition de l'identité numérique et comment vous abordez justement ce sujet et cette terminologie? Charles-Pierre, vous pouvez peut-être prendre la suite justement par rapport à ce que vous disiez. Oui, bien sûr. Donc, ce que je disais, c'est que c'est très difficile je pense, de définir les identités numériques. En tout cas, très difficile de définir une identité numérique. Pour nous, ça n'existe pas. Il y en a forcément plusieurs. Pour moi, la définition la plus simple, une identité numérique, c'est quand on s'est créé un compte utilisateur quelque part. Quand vous êtes allé sur un service et que vous avez cliqué sur me créer un compte, ou que vous avez déjà un compte parce qu'on vous l'a créé pour vous. Donc ça peut être pour accéder à un service public, hein, si vous créez un compte pour, je sais pas, aller payer vos impôts, pour accéder à un service pas public, comme un réseau social. C'est tous ces moments-là où vous utilisez un service numérique avec une certaine identité que vous êtes créée. Cette identité, elle peut être liée ou pas à votre identité réelle. Donc quand vous payez vos impôts, évidemment, c'est lié à la personne physique qui est derrière le clavier, et parfois c'est juste un pseudonyme, vous créez un compte et vous avez utilisé un pseudonyme. Donc c'est ça l'identité numérique. Dans l'identité numérique, il y a certains, c'est ça les identités numériques. Après, il y a certains services qui vous permettent d'utiliser le compte que vous avez créé chez eux pour vous connecter à d'autres services. Donc si vous avez déjà utilisé France Connect ou je sais pas, Google Connect par hasard ou Facebook Connect, là vous avez utilisé votre compte je sais pas, de Amélie ou votre compte Facebook pour vous connecter à un autre service qui est différent de Amélie ou qui est différent de Facebook. Donc ça veut dire que on est un fournisseur d'identité qui permet de se connecter à d'autres services. Et quand on devient un fournisseur d'identité, on a un rôle très central dans la vie numérique de l'utilisateur. Donc ça, c'est un point qui est vraiment important, c'est que les fournisseurs d'identité centralisent beaucoup de la vie numérique des utilisateurs. Et c'est probablement ça le point central pour nous dans notre rapport, c'est de
de comprendre quel pouvoir peut avoir un fournisseur d'identité et du coup à quelles règles il devrait être soumis pour que l'utilisateur garde le contrôle sur son identité en ligne ou ses identités en ligne. Une autre vision peut-être des identités numériques? Pardon, comme vous le souhaitez. Non, juste pour dire que sur le sujet, sur le cadre du programme dans lequel j'interviens, c'est en effet une vision particulière de l'identité numérique qui ne couvre absolument pas l'ensemble du champ des interactions. Il faut vraiment préciser les choses et Charles Pierre l'a très bien fait. C'est vrai que nous, notre optique, c'est en fait une sorte de déclinaison numérique de l'identité civile que vous avez déjà, qui est prouvée par votre titre d'identité dans la vie physique. Et en gros, comment est-ce que l'on peut vous donner la capacité de le faire dans le monde numérique avec le même degré de confiance, le terme a été précisé tout à l'heure, et de certitude, et notamment parce que dans ce cadre-là, on a besoin de prouver son identité en ligne pour accéder à un droit, à une prestation, à un service. Alors, avec toutes les précautions qui s'attachent, puisqu'il faut évidemment bien qu'on puisse accéder à ces droits de façon aussi différente, mais le monde est quand même de plus en plus dématérialisé et digitalisé. Et donc, il y a certains usages ou certaines prestations, ou certaines, par exemple, un changement de RIB à distance, ou des usages un peu sensibles pour lesquels on doit vraiment être sûr que c'est bien la bonne personne qui est en face et qui n'usurpe pas l'identité d'un autre, d'un tiers. Donc, c'est une vision qui est une vision très ponctuelle et très précise de l'identité numérique et qui s'attache en fait à une identité définie avec les attributs de l'identité qui sont ceux d'un titre d'identité, le nom, le prénom, la date de naissance, en fait tout ce qui vous rend unique, si l'on peut dire, dans la communauté nationale, ce qui ne veut pas dire qu'on communique à chaque fois la totalité des attributs. Il faut être clair, hein, Charles Pierre a un peu parlé de la responsabilité des fournisseurs d'identité. L'idée, c'est absolument pas de transmettre à chaque fois la totalité des attributs d'identité qui s'attachent à cette personne. Loin de là, c'est ne transmettre que ce dont le fournisseur de service a réellement besoin, en application d'ailleurs des principes de proportionnalité et du RGPD. Et avec, en plus, un mode opératoire, je le précise juste, pour l'identité numérique, qui est celle donc dans le domaine duquel j'interviens. Nous intervenons dans le cadre de France Connect. Et dans le cas de France Connect, donc qu'a mentionné Charles Pierre, en fait, le fournisseur d'identité ne sait absolument pas à quoi sert l'identité qu'il garantit. C'est-à-dire qu'en fait, il ne connaît pas le service pour lequel cette identité va servir, et réciproquement d'ailleurs. Et c'est un sujet important qu'il a importé de préciser. Mais pour autant, ça ne couvre évidemment qu'une petite partie de l'identité numérique, puisque chacun, évidemment, d'entre nous a bien d'autres identités et qu'il choisit, évidemment, pour les réseaux sociaux ou pour les réseaux commerciaux. Donc, voilà, je ne couvre qu'une petite partie, moi, d'identité numérique. Merci beaucoup pour cette précision. Et justement, Charles Pierre, parce que je sais que vous avez un temps dédié, on va dire, limité, est-ce que vous pouvez nous faire suite par rapport à ce rapport qui est sorti sur l'identité numérique? Comment un acteur, par exemple, du numérique, une association ou même un citoyen qui serait parmi les participants ou même bien au-delà, peut-il s'engager en fait dans les démarches et les actions qui ont été précisées dans le rapport? Oui, alors je peux vous donner quelques éléments à partir des recommandations qu'on a dans le rapport. Tout d'abord, je m'excuse de griller la politesse aux autres intervenants. C'est vrai que je dois partir dans pas longtemps, et donc je m'excuse vis-à-vis de tous ceux qui sont là et de ceux qui n'ont pas encore pu prendre la parole. Donc rapidement, nous, notre rapport, il y avait 4 grands axes. Le premier, c'est favoriser une solution qui soit inclusive et frugale et qui rend service aux usagers. Ça, c'est vraiment un point qui nous tient à cœur. Donc là, je peux vous donner un exemple de ce que fait l'administration. C'est qui a récemment recruté des designers qui travaillent sur l'expérience utilisateur de l'identité numérique. Je sais qu'il y en a au sein de la direction interministérielle du numérique, il y en a dans l'équipe de Valérie Penaud, de Valérie Penaud aussi. Et donc, c'est important de partir des besoins des citoyens ou des personnes morales pour bâtir les services. Et ça, c'est quelque chose qui doit se retrouver aussi du côté des entreprises qui vont utiliser des services d'identité numérique, donc des fournisseurs de services qui doivent proposer des services qui sont les plus faciles à utiliser pour leurs utilisateurs et pour que ce soit facile à utiliser pour tout le monde, que ce ne soit pas quelque chose qui soit excluant. Il ne faudrait pas que l'identité numérique devienne
soit quelque chose qui ne soit accessible qu'à ceux qui savent déjà faire. Ça serait dommage. D'ailleurs, ça me peut venir au deuxième axe qui est sur initier l'ensemble des citoyens au numérique. Donc ça, c'est comment on fait pour que l'identité numérique, ça ne soit pas juste quelque chose pour les gens qui savent déjà utiliser un ordinateur, déjà utiliser une tablette, un téléphone mobile, qui sont déjà formés. Donc là, on a quelques recommandations qui sont à destination de la puissance publique de façon générale, des collectivités locales, des associations sur comment créer... Enfin, on pense qu'il faut vraiment créer des parcours de formation, par exemple dans les maisons France Service, dans les maisons de services et d'accueil public, dans les associations, si j'en prends une grande, Emmaüs Connect par exemple, mais aussi à toutes les associations beaucoup plus locales, qui sont beaucoup plus petites, et qui vraiment maillent toute la France, qui sont cruciales, qui ne sont pas forcément très connues, mais qui sont souvent le premier lien entre un citoyen qui a besoin d'utiliser un service numérique, qui a besoin d'utiliser l'identité numérique, qui ne sait même pas que c'est le concept dont il a besoin, c'est l'identité numérique, et le service qu'il va devoir utiliser derrière. Donc ça, c'est crucial de fournir de la formation pour ces associations-là, pour ces structures-là, de peut-être pouvoir former les formateurs. Troisième point, c'est la gouvernance. Donc l'identité numérique, Valérie Penaud l'a rappelé, il y a des enjeux qui sont énormes. Il y a pour le dire très brutalement, si l'identité numérique est uniquement développée par l'État, elle répondra aux besoins de l'État et de l'administration. Et donc, nous, on pense qu'il y a besoin d'un suivi qui soit multipartie prenante de comment se développe l'identité numérique avec des citoyens, avec des associations, avec des entreprises, avec l'État évidemment, pour que les intérêts de chacun puissent être représentés. Et donc, nous, c'est déjà un peu ce qu'on a commencé à faire dans le rapport, mais ça a besoin d'être suivi au long cours. Donc, on pense qu'il y a besoin d'une structure dédiée pour ça. Et enfin, dernier axe qu'on a, c'est assurer la sécurité du système et la souveraineté et sa souveraineté. Donc là, le message est très simple pour la sécurité, c'est des audits de sécurité, c'est des choses qu'on sait déjà faire. Donc il y a peut-être une question de moyens, il y a peut-être une question de comment, de rythme, que sais-je, mais c'est des choses qu'on sait faire. Et pour la souveraineté numérique, c'est un terme qui est un peu chapeau et on peut se demander ce qu'on met dedans exactement. Mais pour être très prosaïque, c'est consommons local. Donc, si vous utilisez un fournisseur d'identité numérique, si vous avez le choix entre plusieurs, peut-être essayer de privilégier le plus petit parce que le plus gros, il a déjà accès à beaucoup d'utilisateurs et il a déjà énormément de pouvoir. Des fournisseurs d'identité publics peut-être plutôt que privés. Et donc, privilégier le fait que les fournisseurs d'identité numérique soient un écosystème qui foisonne et où il y ait beaucoup de monde pour qu'il y ait du choix. Si dans quelques années, on se retrouve avec un seul grand fournisseur d'identité numérique, celui-là aura un rôle qui sera probablement disproportionné dans la vie des citoyens français. Donc voilà, en tant que citoyen, votez avec vos clics. Alors du coup, ça fait un enchaînement avec justement le fait que l'identité numérique ne doit pas être entre les mains d'un seul et même acteur. Nous, on s'est posé la question avec la SNCF et l'équipe de Caroline sur justement quels enjeux, eux, les concernaient en tant qu'entreprise, quels défis la SNCF Digital doit relever face à cette question de l'identité numérique. Peut-être que Caroline, je vais te laisser un peu prendre la main. C'est vrai que la première fois que la SNCF est venue nous parler de ces sujets, nous, on n'avait pas forcément identifié un service de mobilité avec ces enjeux d'identité numérique. Et du coup, Caroline, peut-être explique-nous pour vous l'enjeu derrière cette question. Effectivement, nous, on a identifié pas mal d'enjeux derrière ce sujet et il y en a beaucoup qui rejoignent aussi les enjeux identifiés par le Conseil national du numérique. En gros, nous, en fait, on pense l'identité numérique plutôt, pas comme une fin en soi, mais vraiment comme un socle technologique, comme un peu une plateforme qui va servir justement à construire des cas d'usage dessus. On a identifié trois grands enjeux, types de cas d'usage. Le premier, c'est bien sûr
sur la sécurité des transactions. Donc, on le disait un petit peu avant, en fait, dans le monde numérique, on est amené à échanger, à faire des transactions avec des personnes qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas, qui ne sont pas devant nous. Donc, on a vraiment un besoin d'instaurer la confiance derrière. Et la confiance, à la fois, donc, nous, en tant qu'entreprise, on a besoin que le client ait confiance en nous, qu'il soit bien assuré que oui, je suis sur le site de SNCF. Si je rentre mon numéro de carte bleue, c'est uniquement et c'est bien à SNCF qui va y avoir accès. Et inversement, en fait, la confiance, elle va un peu dans les deux sens, parce que nous, on a aussi besoin de faire confiance à nos clients. C'est-à-dire un exemple assez simple, c'est que typiquement le client qui achète un abonnement, enfin une carte jeune par exemple, nous on va avoir besoin de s'assurer qu'il est bien jeune, enfin qu'il a effectivement moins de 27 ans. Et donc ça c'est la première série mais bon, je pense que sur la confiance on y reviendra un tout petit peu après, mais en tout cas la partie sécurité des transactions elle est vraiment au cœur des cas d'usage. Deuxième enjeu, mais qui rejoint un petit peu le premier, c'est tout ce qui est protection des données clients et en même temps fluidification du parcours client. En fait, on est parti d'un constat qui est que finalement, dans l'économie numérique, la dématérialisation des services vers le numérique a a fait naître des systèmes d'information de plus en plus gourmands en données. Et inversement, on a des systèmes d'information aussi qui laissent sortir de plus en plus de données. Je pense par exemple au scandale qu'il y a pu y avoir ces dernières années sur les fuites de données personnelles. Mais malgré ça, en fait, on a quand même, on peut pas construire des services numériques sans données aujourd'hui, et donc on a besoin vraiment de cadres pour sécuriser ces échanges de données. Et pour nous, justement, des systèmes d'identité numérique assez robustes, ça va être la clé qui va nous permettre justement d'échanger plus facilement des données pour construire des services un petit peu plus adaptés, plus personnalisés. Je prends un exemple, typiquement, nous, on a développé au sein du groupe SNCF, pour simplifier, une espèce de méga compte client qui s'appelle SNCF Connect, qui permet en fait, en un clic, aux clients d'accéder à pas mal de services de la galaxie SNCF. Par exemple, il va accéder bien sûr à la réservation de tickets sur Oui SNCF, mais il va aussi pouvoir accéder à son service bagages à domicile, demain au billet TGV Lyria, etc. Et donc ça implique que les différents services d'SNCF qui portent ces services puissent échanger des données sur le client pour s'assurer qu'ils parlent effectivement au même client. Et donc ça passe par un système de gestion d'identité très robuste. Et de manière plus globale, dans la mobilité, on peut prendre l'exemple du MaaS, donc du Mobility as a Service, qui consiste donc pour le client de pouvoir se déplacer facilement d'un point A à un point B en enchaînant parfois plusieurs modes de transport, comme je sais pas, le métro, le vélo, le TER, on va dire. Et donc ça nécessite une grande forme de collaboration entre les différents opérateurs de mobilité, donc entre mon opérateur de métro, mon opérateur de vélo, mon opérateur de TER. Et ça, à nouveau, ça va nécessiter des transferts de données assez importants, et il va être important pour le client de s'assurer qu'il est bien reconnu par chaque entité, pas devoir à nouveau saisir ces informations 10 fois pour changer de moyen de transport. Donc ça, c'était le deuxième enjeu. Et dernier enjeu, qui fait aussi écho à ce qui a été dit juste avant, c'est on a appelé ça aussi souveraineté numérique, même si effectivement c'est un terme qui est parfois un peu fourre-tout. Mais nous, on l'entend dans le sens souveraineté numérique, maîtrise de notre relation client. Parce qu'on est dans un secteur, la mobilité, qui se fait beaucoup disrupter, comme on dit, désintermédier par des acteurs assez puissants. Nous, aujourd'hui, les données clients, notamment les données de déplacement qu'on arrive à capter, elles sont clés pour qu'on puisse construire des services qui sont adaptés aux clients. Par exemple, on a besoin de savoir combien de personnes font le Paris-Lyon un lundi matin pour pouvoir aussi faire évoluer notre offre en fonction de cette demande-là.
Et donc, on a besoin de pouvoir maîtriser cette relation client et ces données. Et ben, on constate quand même depuis quelque temps l'incursion des GAFAM dans ce secteur. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on se pose la question de quel rôle on peut avoir pour éviter un petit peu ces écueils-là. Merci Caroline. Du coup, Isabelle, on voulait te poser une question en rebond à tout ça. La question que se posent peut-être plein de personnes qui sont avec nous ce soir, ou ne se la posent plus et c'est pour ça qu'ils sont ici. Pourquoi en tant que citoyen je peux m'intéresser, ou peut-être que je dois m'intéresser à ce sujet, et peut-être comment? Est-ce que tu as des briques à nous donner là-dessus? Oui, alors bien sûr, je répondrai que le citoyen doit s'intéresser à son identité numérique. Ça, c'est un devoir plus qu'un droit. Pour revenir sur la définition de l'identité numérique, je pense que, et on est tous d'accord, l'identité numérique, elle est diverse et elle est beaucoup plus large que l'identité civile. Donc, je pense qu'il faut distinguer entre l'identité que j'appellerais légale, qui serait le pouvoir régalien de l'État, et donc ça serait une identité un petit peu peau de chagrin où on aurait les attributs essentiels de la personne, et tout le reste, ça sera l'identité numérique, c'est-à-dire c'est l'identité de l'homme connecté. Nous sommes des hommes connectés. Bientôt, on sera peut-être des hommes augmentés, mais à l'heure actuelle, nous sommes des hommes connectés. Et l'identité de l'homme connecté est beaucoup plus large, et nous l'avons vu bien sûr avec la SNCF et avec le CNUM, beaucoup plus large que l'identité propre, l'identité physique qu'on pourrait simplement réduire à nom, prénom, date de naissance et lieu de naissance. Première chose. Donc, les enjeux pour le citoyen, ils sont très importants. Premier enjeu, c'est évidemment la protection de sa vie privée. On est tous d'accord et on a un arsenal juridique assez important, français et européen, pour s'intéresser à la vie privée et à la protection de cette vie privée. Le deuxième enjeu, c'est le contrôle de ces données. Et là, c'est extrêmement important. Ce contrôle, je défends qu'il doit être fait par le citoyen lui-même, par les outils que nous avons. Et il faut considérer que l'Internet, la montre connectée, l'intelligence artificielle, les algorithmes ne sont que des outils au service de l'homme connecté, de l'homme augmenté, mais ils ne sont que des outils. Et ne les prenons pas comme le nouveau gourou ou les nouveaux gourous de l'homme. Et ce sont que des outils accessoires à renforcer notre identité et à aussi nous distinguer. Et bien sûr, dans ce contrôle, eh bien, on va être d'accord plus ou moins sur qu'est-ce que fait notre identité. Est-ce que je suis d'accord que mes allers et retours entre un Paris-Lyon constituent mon identité et que je les cède pour des calculs de statistiques de fréquentation à la SNCF? Ou est-ce que ça fait partie de ma vie privée et je ne veux pas ça, je ne veux pas que la SNCF sache que je fais 3 allers-retours par semaine. Donc ça, c'est un vrai sujet de contrôle de la donnée. Et bien sûr, le troisième enjeu, c'est la patrimonialisation, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on en fait de l'exploitation de ces données, puisque nous allons avoir une masse amplifiée de données. Hein. Donc, nous allons vers une croissance exponentielle des données à caractère personnel par ce que j'ai appelé donc tous les outils, hein, l'Internet, l'intelligence artificielle et ainsi de suite. Et donc, ce volume de données va générer, bien sûr, un chiffre d'affaires et une plus-value, que ça soit pour des opérateurs privés, mais aussi que ça soit aussi pour des opérateurs publics. Donc, que faisons-nous de cette plus-value? Mon idée, c'est qu'évidemment, le citoyen doit être au cœur de cette plus-value, et dans un système d'identité numérique avec une partie régalienne et une autre partie réservée aux opérateurs privés, eh bien, on peut réinsérer le citoyen dans cette chaîne de valeur pour qu'il en ait non seulement le contrôle, mais aussi le fruit. Hein, c'est-à-dire qu'il est soit un petit revenu, mais multiplié par le nombre d'opérateurs et multiplié par le nombre d'activités, ça va faire quand même générer une certaine somme, à mon avis, importante,
ou par des services. Il y a des choses essentielles à recréer, et notamment avec cette pandémie, qui nous a montré qu'il y avait une énergie fabuleuse au sein de la France, qu'il y avait des solidarités qui se créaient, et que le monde qu'on veut aujourd'hui, on peut le bâtir. On peut le bâtir grâce justement à la technologie. Mais on n'inverse pas les choses. La technologie est au service de l'humain, et ce n'est pas l'humain qui est au service des algorithmes. Donc, dans cette chaîne de valeur, eh bien, on peut avoir des cercles vertueux d'une nouvelle économie qui est déjà en émergence en province, à Lyon, à Toulouse, à Nantes, à Rennes. Et là, c'est fabuleux. Il y a une énergie extraordinaire que nous pouvons utiliser pour justement créer un cercle vertueux. Ça saute, Isabelle, on ne vous entend plus. Isabelle, il y a une petite coupure. Alors évidemment, on parlera après de la confiance, mais qui redonne du pouvoir et du contrôle et les fruits de cette exploitation des données aux citoyens. Alors, du coup, on va passer de cette vision. On vous entend bien, ça y est. On repasse de cette vision du citoyen et du… Perdu ? On t'entend, Isabelle. Tout va bien. Vous m'entendez là ? Oui, ça va bien. Valérie, pour rebondir sur ce que dit Isabelle, sur justement comment le citoyen, lui, va peut-être se réapproprier aussi ce numérique, est-ce que vous pouvez nous détailler un peu ce programme? Parce que je pense que beaucoup de gens peut-être ne connaissent pas quel est ce programme, qui est pourtant très important, et comment vous, justement, vous positionnez ce programme, et peut-être quels seraient pour vous les pièges à éviter, entre guillemets, les écueils à éviter pour l'étude autour de ce programme, et puis ensuite ce qui va en découler. Alors, je rebondis sur ce qui vient d'être dit, mais là, ça avait déjà été dit auparavant, mais que les choses soient bien claires. Hein. Le moyen d'identification électronique sur lequel nous travaillons, c'est un moyen qui fait référence à l'identité donc strictement entendu légale, hein, en effet, qui s'attache en fait à l'identité telle qu'on l'a définie dans le monde civil et dans le monde légal, et qui n'embarque pas, et pas du tout, au contraire, toutes les données qui s'attachent en effet aux connexions et aux transactions qu'un individu peut faire sur le net. Donc c'est vraiment en fait comment est-ce que je peux prouver que c'est moi sans sortir de chez moi dans les cas où on a vraiment besoin que je prouve que c'est moi, voilà, au niveau légal. Alors aujourd'hui, on le fait déjà, hein. On le fait déjà dans le cadre de l'écosystème France Connect avec ce qu'on appelle donc déjà des fournisseurs d'identité. Impôt.gouv.fr est un fournisseur d'identité, c'est-à-dire que par votre numéro d'impôt et votre identifiant, vous pouvez avoir accès à plein d'autres services. Amélie est un autre fournisseur d'identité public. Et puis, vous avez des fournisseurs d'identité privés sur France Connect. La Poste en est un, par exemple. Et puis, vous avez Mobile Connect. Donc, vous avez déjà une offre de moyens d'identification qui existent, qui vous permettent donc d'accéder à énormément déjà de services, avec des niveaux de sécurité qui existent déjà, mais que l'on souhaite très largement augmenter. Et très largement augmenté pour rejoindre d'ailleurs les enjeux, en fait, et pour répondre aux enjeux qui avaient été identifiés par Madame Beauregard, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un sujet vraiment de sécurisation des transactions, ça c'est clair, de maîtrise de ces données, parce que finalement, l'identité, c'est très souvent l'identité telle que je la définis, hein, je reprécise à chaque fois, mais c'est quand même très largement souvent la clé d'accès à énormément de données et d'accès à des données. Et que si on maîtrise cette clé, eh bien on maîtrise de l'accès à ces données, donc c'est quand même important. Et puis c'est un sujet de simplicité aussi des parcours, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le fait de retenir des identifiants et des mots de passe souvent très compliqués, avec souvent des multiples comptes utilisateurs, parce que la France Connect permet de simplifier un peu le parcours, mais souvent on a aussi de multiples comptes utilisateurs. Dans une vie qui est de plus en plus digitalisée, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus simple, on le sait tous. Enfin, j'ai un petit carnet, hein, on retient ces identifiants, et les aidants, notamment, on a un peu évoqué le sujet dans les collectivités, les aidants numériques ont parfois, aujourd'hui encore, des carnets dans lesquels ils montrent les identifiants et les mots de passe des personnes pour lesquelles ils interviennent dans le monde numérique. C'est extrêmement compliqué, c'est juridiquement pas stable et pas sûr, donc on a un vrai enjeu là-dessus.
un enjeu de simplification donc de l'usager, de fluidité des parcours, un enjeu aussi de souveraineté numérique, parce que ce qu'il faut quand même savoir, c'est que le premier fournisseur d'identité aujourd'hui, c'est Facebook Connect. Et Facebook Connect que vous retrouvez absolument partout, y compris pour des usages publics, y compris par exemple, et c'est un comble, pour accéder aux services de la Commission européenne qui postule par elle-même le fait de recourir à d'autres systèmes. Donc on est dans un monde d'injonctions contradictoires et de complexité dans lequel on vit, mais l'idée, c'est vraiment ça, c'est de redonner une maîtrise et une sécurité pour l'usager, pour des usages qui le méritent et qui l'exigent, et uniquement pour cela, hein, soyons clairs, avec une possibilité de choix. C'est-à-dire que l'idée, ce n'est pas du tout d'avoir une offre exclusive, c'est d'avoir donc des possibilités de choix pour l'usager, mais ça va dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus en fait, conditionner ce service, parce que je considère que c'en est un, à simplement aussi des stratégies d'investissement, des stratégies économiques d'acteurs privés qui, du jour au lendemain, peuvent complètement changer éventuellement leur positionnement sur ce sujet, qui est donc stratégique pour la confiance, pour l'accès aux données, enfin pour les enjeux qu'on a identifiés, ou qui peuvent y associer, et on le sait tous, une utilisation des données qu'on ne maîtrise que très modérément. Donc, moi, j'ai même le sentiment, enfin, et même si ce n'est pas juridiquement aujourd'hui le cas, que c'est même un service public qu'on doit offrir et que l'État est en droit et même en devoir d'offrir à ses usagers. Pas ce soir, merci. Excusez-moi, juste une interruption involontaire. Par contre, c'est vrai que les règles qui doivent s'y attacher sont très strictes et elles touchent à la fois aux aspects techniques et aux aspects juridiques. On veut quelque chose de très sécurisé, c'est techniquement très compliqué. Et quand c'est techniquement très compliqué, ça devient beaucoup moins simple. Donc en fait, et là aussi c'est des injonctions contradictoires, c'est-à-dire qu'il faut que nous soyons en capacité d'offrir un parcours qui soit à la fois extrêmement sécurisé, donc de confiance, mais qui pour autant soit extrêmement accessible au plus grand nombre. C'est déjà une ligne de crête qui n'est pas facile à obtenir et à maintenir dans le temps. Il faut ensuite évidemment que l'usager soit, puisqu'on le garantit, soit maître des données que l'on protège. C'est-à-dire qu'en fait, il doit savoir absolument à quoi servent ces données, ce que l'on transmet. Donc moi, je n'interviens que sur un spectre limité, mais quand bien même ça soit extrêmement limité, l'objectif, et je ne vous dis pas qu'on y arrivera tout de suite, mais c'est de pouvoir avoir en effet une divulgation sélective des attributs d'identité. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir être en capacité, sous consentement de l'usager, en fonction du besoin évidemment du service auquel il doit accéder, mais ne transmettre que ce qu'il a envie de transmettre et que ce que le service a besoin, mais strictement ça. Et donc ça, c'est aussi un enjeu important pour nous. Et puis c'est un enjeu aussi, tout à l'heure on le disait, il faut que l'usager en fait soit convaincu de l'utilité de ce service. Autour de la table, on pratique donc tous une notion qui déjà au quotidien n'est quand même pas facile à expliquer. Hein. On a bien vu que déjà il fallait passer un peu de temps pour définir l'identité numérique entre nous. Pour l'usager, c'est vraiment pas évident du tout de comprendre que c'est une brique d'authentification qui lui sert pour accéder à plein d'autres sujets et qu'il faut qu'elle soit sécurisée. Donc il y a déjà un effort de pédagogie qu'il va falloir faire tous et auquel il faut d'ailleurs qu'on contribue tous. Et puis il faut donc qu'ils comprennent à quoi ça sert. À quoi ça sert, donc on l'a défini, mais il faut qu'il y ait des usages ou des utilités particulières. Le sujet même de la sécurité, enfin on l'a vu par des études qu'on a faites un peu, même si les usagers aujourd'hui sont de plus en plus conscients de ce besoin, parce qu'en effet, il y a eu des scandales de piratage de données, etc. Mais en fait, aujourd'hui encore, la simplicité prime sur la sécurité. Et on peut le comprendre, d'ailleurs, assez facilement dans la pratique numérique quotidienne. C'est vrai que ce qui est le plus simple est quand même ce qui est utilisé. Donc, il faut qu'on pratique quelque chose de simple et ergonomique, et il faut qu'on ait une utilité directe qui soit associée. C'est le grand plus, si on peut dire, en effet, des acteurs privés, comme Facebook Connect, puisqu'en fait, ils sont au sein déjà d'un écosystème de services et d'utilité qui fait que automatiquement l'usager sert à quoi ça sert, parce qu'en fait, il rebondit d'un usage à l'autre, évidemment au prix, il le sait, mais à la limite, c'est pas grave sans doute pour une partie d'entre eux, au prix en effet d'une utilisation de ses propres données, on le sait, hein, mais c'est tellement simple que finalement, on y souscrit plus volontiers. Donc, il faut qu'on réussisse à faire une proposition de valeur, même si le terme ne convient peut-être pas complètement pour un service public, mais une proposition de valeur qui fasse que finalement, pour l'usager, la garantie qu'on va lui apporter en termes de sécurité et de maîtrise de ses données, au prix d'un parcours qui ne soit pas beaucoup plus compliqué, on l'espère, qu'un fournisseur d'identité privée, soit un vrai plus. Ça peut être aussi des nouveaux usages.
il peut y avoir, enfin, on peut aussi, grâce à une identité numérique sécurisée, offrir de nouveaux usages qui aujourd'hui, des procédures qui aujourd'hui ne sont pas dématérialisées de bout en bout parce que justement, il y a un vrai souci de sensibilité ou qu'on a vraiment besoin d'être certain que l'usager soit celui qui l'utilise. Je pense dans des domaines très régaliens, je ne parle pas évidemment encore du vote, ça c'est quand même quelque chose d'une ampleur beaucoup plus importante, mais quand même des expressions démocratiques, y compris locales pour les collectivités, ça peut avoir du sens pour des démarches comme par exemple des procurations de vote, même s'il faut sécuriser la chose de façon très précise, mais pour éviter des déplacements importants ou pour tous les usages qui aujourd'hui en fait vous demandent, et il y en a encore beaucoup, de fournir un justificatif d'identité. En fait, il y a plein d'usages aujourd'hui qui sont officiellement dématérialisés, mais au cours duquel on va vous demander de fournir un scan de titre d'identité. Alors, déjà, tout le monde n'a pas en capacité de fournir un scan de titre d'identité, et ensuite, il faut quand même avoir conscience que, ce faisant, vous avez un nombre d'acteurs qui possèdent le scan de votre titre d'identité de façon considérable. Tous les loueurs de véhicules, tous les loueurs, enfin, on fournit cette information qui reste définitivement en stock de façon extrêmement fréquente. Donc l'idée, c'est vraiment ça, c'est d'associer à l'outil le plus simple et le plus sécurisé, premièrement, des usages et des utilités qui parlent immédiatement à l'usager parce que ça simplifie sa vie, parce que ça lui évite de se déplacer et parce qu'il a la garantie quelque part que justement, il ne laisse pas traîner, si on peut dire, y compris physiquement par le biais de scans ou de justificatifs, des informations qu'il n'a pas envie de laisser à des acteurs, qu'ils soient publics ou privés d'ailleurs. Et pour cette garantie-là, justement, il y a cette notion de confiance dont on a déjà parlé, et c'est le sujet de ce temps 3 de ce débat. La notion de confiance, Caroline, c'est quelque chose qu'on avait débattu aussi ensemble. Comment vous, au sein de la SNCF, vous arrivez finalement aussi à générer de la confiance avec vos usagers / clients avec cette question de l'identité numérique? Effectivement, en fait, pour rebondir par ce qui était dit par Madame Pénaud, quand vous parliez d'injonction contradictoire, nous, on est parti vraiment du même constat en se disant effectivement, les utilisateurs demandent moins de travail parce qu'effectivement, on parlait de ressaisir son identifiant, son mot de passe 10 fois. Aujourd'hui, en 2020, on peut plus exiger ça de nos clients. Mais en même temps, pareil, ils veulent plus de transparence, plus de facilitation d'accès, etc., plus de sécurité. Donc nous, on s'est dit, ok, on veut bien, mais effectivement, plus de protection, ça induit des systèmes plus complexes. Donc derrière, il faut qu'on trouve des solutions, et c'est aussi pour ça qu'on a commencé à regarder le sujet de l'identité numérique. Et nous, en fait, notre conviction forte, c'est que finalement, en fait, aujourd'hui, il y a des technologies, les évolutions technologiques font que on va pouvoir réussir à assembler ce meilleur des deux mondes. Nous, on a regardé beaucoup, donc on s'est intéressé un petit peu à la biométrie, on regarde aussi beaucoup la blockchain, en fait, comme technologie qui supporte l'identité numérique. Et finalement, dans notre vision, en fait, on rejoint complètement ce qui a été dit juste avant. En fait, dans notre vision, effectivement, aujourd'hui, on est dans des systèmes qui sont très centrés sur le fournisseur d'identité, le fournisseur de services, et pas forcément sur l'utilisateur. On commence un petit peu à passer à des systèmes un petit peu plus fédérés où l'utilisateur prend de plus d'importance. Mais pour nous, vraiment, l'identité numérique, elle sera véritablement, elle se révélera véritablement dans un système où finalement l'identité numérique sera décentralisée avec un utilisateur au centre qui peut servir, qui peut choisir finalement à qui il partage ses données, à qui il souhaite révoquer l'accès de ses données. Et donc, nous, c'est vraiment des solutions qu'on étudie beaucoup autour de la blockchain. On a aussi notamment identifié, par exemple, les cas d'usage autour du Zero Knowledge Proof. En français, j'ai perdu l'équivalent français, mais la preuve, je crois, à divulgation nulle de connaissances. Pour le dire correctement. Donc, typiquement, on parlait du fait que parfois on communique toute notre carte d'identité alors que finalement notre interlocuteur veut juste s'assurer qu'on est majeur. Ça, par exemple, c'est des cas qui peuvent être facilement résolus en utilisant des technologies comme la blockchain qui permettent de supporter ce type de cas d'usage. Donc nous, pour nous, vraiment, la confiance derrière l'identité numérique, elle passera par l'utilisation de technologies plutôt
au modèle décentralisé en fait. Et Pardon, j'ajoute juste un tout petit point de contexte parce que je pense que c'est pas forcément connu par tout le monde alors que ça éclaire bien ce que dit Caroline. Il y a aussi une crainte des publics en France, on l'a senti avec Alicem, et c'est cette crainte des publics qui a fait naître la CNIL. Il faut quand même toujours se replacer dans ce contexte-là quand on est une entreprise parce qu'en fait, le public n'en a pas foncièrement envie. C'est perçu comme quelque chose d'intrusif et de complexe. Donc il faut arriver justement à trouver avec les différentes technologies ce qui va permettre au mieux de rassurer et de générer de la confiancerie. Justement, c'est les exemples que donnait Caroline. Et pour créer cette confiance, justement, Valérie, vous, au niveau alors, on a dit du gouvernement, mais en tout cas de vous, votre programme d'études, comment on imagine établir ou peut-être rétablir cette relation de confiance avec les citoyens autour d'un service numérique? Des vastes questions. C'est quoi? J'ai 3 minutes. Non, mais c'est un enjeu majeur et c'est vrai que je remercie le fait de l'avoir posé, le sujet, notamment de la part de l'État, parce qu'on voit très bien en effet qu'il y a, mais ce n'est pas spécialement lié à l'identité numérique, c'est de façon plus générale, mais il y a en effet une méfiance assez forte à l'égard des sujets, de l'ensemble des sujets. Et c'est vrai que quand vous alignez identité numérique, éventuellement ministère de l'Intérieur derrière, c'est vrai que la ligne n'est pas toujours extrêmement facile. Alors, derrière, j'ai pour autant le ministère de la Justice, protecteur des libertés individuelles, etc., mais je comprends qu'on se pose la question. Le sujet, je reviens juste à un point de détail sur Alicem. En fait, Alicem n'a jamais été mise en service, alors il faut être aussi assez clair sur le sujet. En revanche, l'intérêt, c'est justement d'avoir pas susciter la polémique parce que c'était pas l'objet bien entendu précisé, mais de voir en effet les réactions que cela pouvait rencontrer, sans qu'on sache d'ailleurs complètement si les réactions sont liées au principe même d'une identité numérique régalienne. Et là, on pourrait légitimement s'interroger parce qu'on en a besoin, enfin, on comprend tous assez facilement pour accéder ne serait-ce qu'au service public et qu'on soit sûr que ce soit la bonne personne qui y ait accès, c'est la première chose, ou à la technologie utilisée. Et en fait, la polémique, elle s'est surtout focalisée autour de la technologie qui était proposée dans le cadre de cette application, qui est une technologie dite de reconnaissance faciale. Alors, avec là aussi un terme abusif et qui a beaucoup souffert de la confusion de l'usage de la technologie de reconnaissance faciale dans l'espace public. On n'était pas du tout dans cette optique-là, puisqu'en fait, dans le cadre d'Alicem, c'est tout simplement que l'application qui est sur votre téléphone et en décentralisé complète vérifie par un selfie et une vérification que c'est bien vous par rapport aux données biométriques qui sont dans votre titre, mais que vous possédez aussi. Donc en fait, c'est plutôt de mettre à la disposition de l'usager une capacité de créer son identité numérique de façon très décentralisée. Alors l'intérêt, on revient sur la confiance, c'est que d'abord, comme on est une démocratie vivante et riche, le débat s'est nourri et a été lancé. Donc déjà, on a récupéré énormément d'informations, puis on a pu échanger avec tous ceux qui se passionnaient sur le sujet. Et puis surtout, on est extrêmement encadré. Donc Alicem, c'est une application qui n'a pas été mise en service du public, mais qui est passée devant la CNIL. Donc, dans le cadre de la CNIL, a fait l'objet d'expertise très approfondie et on connaît tous en effet l'origine de la CNIL. Donc, c'est vraiment, je pense, aujourd'hui, l'acteur de confiance vraiment dans notre écosystème sur le sujet. Et en fait, la CNIL a validé, ce qu'il faut quand même être clair, a validé le fonctionnement, le traitement de fond de l'application. Elle a émis simplement une réserve, et nous l'avons entendu, qui est plus une interprétation de la notion du consentement de l'usager, en considérant qu'à partir du moment où on offrait comme seule possibilité de création de son identité numérique une utilisation finalement de la biométrie par un système de reconnaissance faciale, même si le terme, enfin de comparaison du selfie et d'une photo, on ne pouvait pas considérer que le consentement pouvait être libre. Alors le Conseil d'État n'a pas retenu cette interprétation. Il y a aujourd'hui un contentieux devant le Conseil d'État, donc on attend la décision du Conseil d'État, mais moyennant quoi nous avons évidemment entendu cette remarque. Et donc la perspective, c'est d'offrir une alternative à cette reconnaissance faciale, c'est-à-dire d'avoir une possibilité de créer son identité numérique dans le cadre d'un face-à-face physique, dans un environnement de confiance, et notamment sans doute au moment de la délivrance du titre d'identité. Après, pour qu'il y ait confiance, il faut en fait une multitude
d'éléments et dont je ne suis pas sûre d'ailleurs même que leur rassemblement suffise. C'est un mélange très subtil et très compliqué et très complexe, à la fois de pédagogie, d'explication, parce qu'il y a énormément de confusion et d'incompréhension sur le sujet. Il y a un besoin de transparence très clair sur aussi les technologies qu'on utilise, sur justement les avis, les interventions des contrôleurs, et on en a beaucoup, que ce soit l'ANSSI sur la partie de la sécurité ou de la CNIL, évidemment, sur la partie juridique. Il faut une capacité d'évolution et d'interaction avec les utilisateurs sur l'application, et ça, on s'engage sur ces dispositifs. C'est pas vraiment naturel à l'État, je le reconnais volontiers, mais s'agissant d'une application numérique, elle se construit en fait avec les utilisateurs. Et donc, la première solution qu'on sortira, ça ne sera qu'une première version de quelque chose qui évoluera. Et on a mis en place, en effet, des groupes utilisateurs, on a des UX designers, pour que cette application elle soit construite avec les usagers et que, par conséquent, de cette co-construction naisse aussi la confiance dans l'utilisation. Voilà, et puis c'est un cadre juridique évidemment qui soit extrêmement respectueux d'un environnement normatif qui est déjà très complet. Enfin, peut-être que Madame Landreau aura encore des propositions à faire sur le sujet, je l'entends volontiers, mais on a quand même depuis 5-6 ans un cadre normatif qui, sur la partie normative, a précisé pas mal de choses. Peut-être qu'il y a encore sans doute des progrès à faire, mais pas mal de choses. Et puis, le dernier élément de confiance, je pense, c'est qu'on n'est pas exclusif. D'abord, ce n'est pas obligatoire, c'est facultatif, c'est déjà un premier élément, et que surtout, l'écosystème dans lequel on s'insère, c'est qu'il doit y avoir d'autres moyens d'identification fournis par d'autres acteurs. Je parlais d'autres acteurs privés, notamment, d'autres acteurs publics, même s'il va falloir qu'on rationalise d'une façon ou d'une autre à un moment sans doute l'offre, mais l'idée, c'est vraiment de ne pas avoir une offre exclusive de la part de l'État. Mais c'est un challenge compliqué, je le reconnais volontiers. Alors, on va faire une transition avec le volet juridique du coup, et Isabelle, sur pour toi, qu'est-ce qu'il faut pour construire une relation de confiance? Quels sont les prérequis, les conditions pour l'établissement d'une relation de confiance? Et après, on accélérera un petit peu parce que le temps file et on voudrait se garder beaucoup de temps pour les échanges avec les publics qui sont présents là ce soir. C'est aussi l'objectif. Donc, on fait un petit focus sur le volet peut-être juridique, ou en tout cas... peut-être pas que juridique d'ailleurs, il y a aussi des notions de psychologie derrière, certainement sur ces relations de confiance. Je vais te laisser la parole, Isabelle. Et puis ensuite, on essayera d'enchaîner sur ces sujets qui nous peut-être rassemblent un peu plus tous que ces débats très précis qui sont là. Alors, la confiance, à mon avis, elle s'articule sur deux choses, sur deux piliers, sur la technique et sur le juridique. Donc, sur la technique, bien sûr, il faut un système décentralisé, c'est essentiel. Après, pour la partie identité légale, qui est donc du pouvoir régalien, il faut qu'il y ait un vrai contrôle par l'État français. Et là, j'invite tous les acteurs à se mettre autour de la table, parce qu'il y a des technologies qui sont françaises qui existent, mais il y a aussi des technologies européennes. Et il faut travailler de concert avec les... On vous entend très mal, Isabelle. Peut-être couper la caméra. Les Allemands qui ont déjà avancé là-dessus. On peut très bien avoir une solution évitable. Donc, je pense que ça, c'est vraiment la question et les différents protocoles. Donc, sur la partie technique, oui à la décentralisation, mais aussi oui à une coopération européenne nécessaire, parce qu'au niveau de la recherche et des techniques, il faut apprendre de ses voisins qui ont parfois été plus vite. Le deuxième pilier de la confiance, bien sûr, c'est le juridique, c'est-à-dire, bien sûr, le consentement. Et le consentement ne doit pas mourir simplement dans l'outil. Il faut vraiment donc peut-être avoir une forme de double consentement. Et il faut aussi, sur le pilier juridique, que l'internaute sache, bien sûr, la finalité de l'exploitation de ces données. Donc, c'est essentiel. On ne peut pas distinguer la technique et le juridique pour avoir la confiance. Il faut que les deux aillent ensemble. Et bien sûr, on peut très bien faire de la conception, dès la conception du privacy by design, on peut très bien faire la protection de la vie privée et les enjeux de l'identité numérique au sens large dès la conception.
on va enchaîner avec quelques questions sur la gouvernance parce qu'on en a parlé, mais on voudrait peut-être des précisions. Valérie, alors on l'a entendu, mais je pense que c'est toujours bien de le répéter, qui aujourd'hui encadre cette identité numérique au niveau du gouvernement sur cette question, en tout cas du programme interministériel et même plus largement. Ça a démarré avec le secrétaire d'État en charge du numérique. Vous avez parlé du ministère de la Justice, du ministère de l'Intérieur, c'est ça? Juste pour rappeler que c'est personne qui est pris en cours. Oui, c'est un programme en fait interministériel, donc sur la base d'une quadruple commande du ministère de la Justice, hein, au titre des libertés individuelles, du secrétaire d'État au numérique évidemment en charge du développement des numériques, du ministère de l'Intérieur au titre de la sujet d'identité et du régalien, et du ministère de l'économie et des comptes publics. Donc c'est un programme interministériel qui a un comité de pilotage complètement interministériel, on regroupe l'essentiel des ministères et puis la DITP, enfin des délégations ou des directions interministérielles qui ont en charge ou la transformation publique ou des sujets du numérique. Et l'ANSSI est évidemment à ce comité de pilotage. La consultation du Conseil national du numérique avait été décidée donc par Cédrico, comme l'a rappelé Charles-Pierre en début d'audition, pour éclairer en fait le programme, pour que on ajoute au cahier des charges initial une consultation citoyenne, puisqu'il y avait des consultations à la fois citoyens et d'experts, et rajoute donc des travaux d'information et de pédagogie en plus donc de cette gouvernance initiale. Voilà, mais pour le reste, nous appliquons les lois existantes et nous passerons devant la CNIL à nouveau, puisqu'il faudra à nouveau un décret en Conseil d'État, et nous sommes évidemment sous le contrôle de l'ANSSI pour toutes les propositions que nous pouvons faire en matière technologique. Voilà. Donc nous intervenons dans une configuration traditionnelle, si on peut dire, d'un service d'État. Et Isabelle, comment le citoyen peut-il aujourd'hui s'emparer justement de ce sujet? Je pense que le citoyen, bien sûr, il a eu la possibilité, il y avait une consultation de la CNIL, hein, donc il a pu répondre à ses préoccupations grâce à la consultation nationale, mais c'est surtout par les usages de sa donnée et contrôler, être conscient. Donc, c'est la propre éducation, c'est la sensibilisation sur l'usage de l'exploitation de ces données qu'on arrivera à une solution pour le citoyen. C'est-à-dire que les citoyens doivent sortir de ce qu'on appelle le paradoxe de la vie privée. Hein, il est tout à fait conscient de vouloir être protégé, mais il divulgue à tout va. Donc, il faut que chacun disent quel est mon seuil de confidentialité, quel est mon seuil de protection et qu'est-ce que je veux en faire. Et à terme, pour l'identité numérique plus large, on peut très bien penser que grâce à des opérateurs privés, eh bien, chaque citoyen aura son petit data center chez lui et qu'il pourra gérer ses données. Hein, dans un système d'identité numérique avec un système lié par les opérateurs privés et de dire je concède telle donnée à telle utilité, à telle finalité, à tel opérateur. Et il sera au centre de la gestion de sa donnée, il en aura la gouvernance et la maîtrise. Et en retour, il pourra en recevoir des fruits dans un cercle vertueux proposé par différents opérateurs. Donc, il faut vraiment que le citoyen s'empare de ces données par rapport à donc, sa propre gestion, sa maîtrise, sa gouvernance, et qu'il sorte de ce paradoxe de la vie privée pour qu'il ait conscience que finalement, sa vie numérique a une vraie valeur. Et on le voit de plus en plus par évidemment le vol des données, mais aussi par le pouvoir politique hein, qu'on a sur nos propres données. Merci beaucoup pour cet éclairage et ça nous permet de faire le lien justement avec Caroline côté SNCF. Quelle part vous pensez-vous avoir dans la gouvernance de cette identité numérique? Quelle part laisser en fait aux entreprises? Juste tout à l'heure, on parlait
à juste titre d'identité légale. Je ne sais plus qui a évoqué ce terme, mais grosso modo, effectivement, donc, il y a l'identité légale, et là, je pense qu'on est tous d'accord pour se dire que c'est plutôt une prérogative de l'État, que l'État est très légitime à gérer ce genre d'identité. Mais on a vu aussi que l'identité numérique, c'est pas que ça, c'est aussi un ensemble de données personnelles, mais qui sont reliées à notre identité légale. Et les entreprises, aujourd'hui, elles en gèrent déjà beaucoup, elles ont déjà pas mal de responsabilités sur ce sujet. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a mis en place notamment le RGPD et tout un tas de réglementations, hein, pour rassurer aussi le public. Et c'est aussi le rôle des entreprises de rassurer le public et de diffuser un peu les cas d'usage, les innovations, et de faire un petit peu de pédagogie via les services qu'on propose. Mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on a déjà une part dans la gestion de l'identité numérique des utilisateurs, de nos clients. Et finalement, c'est une part que l'État n'aura jamais vocation à gérer. Et finalement, nous, dans notre vision, dans ce qu'on a vu, dans ce qu'on a pu observer dans nos travaux et dans la vision qu'on a quand on se projette sur l'identité numérique à quelques années, en fait, on est convaincu qu'aujourd'hui, c'est vraiment autour du secteur privé de se structurer et de proposer des solutions là-dessus. Les États l'ont déjà fait, une partie des acteurs privés commence à le faire. On le voit avec les fintechs qui s'intéressent beaucoup à ce segment notamment. Mais nous, on est convaincus qu'en fait, il n'y aura pas une méga plateforme de l'identité numérique en France, mais plutôt plein de petits systèmes d'identité numérique par secteur. Et que finalement, par contre, là, c'est vraiment aussi à l'État quand même de s'assurer que ces différents systèmes seront demain et aujourd'hui interopérables. En fait, pour prendre une analogie, finalement, en fait, dans notre vision, on a une espèce d'androïde de l'identité numérique qui peut être proposée par exemple par l'État, sur lequel en fait les acteurs privés ou même d'autres types d'acteurs publics peuvent venir créer leur système de gestion d'identité, et tout ça de manière interopérable. Bon, avec en essayant d'éviter les écueils d'Android aujourd'hui, hein. L'exemple est peut-être pas très bien choisi vu les petits problèmes rencontrés aujourd'hui avec les développeurs, mais bon, je pense que vous avez l'idée. Enfin, nous, on est vraiment convaincus que c'est autour des acteurs privés de se structurer et de proposer quelque chose, et tout en gardant à l'esprit, bien sûr, l'interopérabilité. On parlait d'interopérabilité avec les systèmes européens, mais déjà, en France, entre les différents secteurs, ce sera une bonne partie de fait. Merci. Isabelle, j'ai vu que tu avais levé la main virtuellement. Oui, je voulais absolument rebondir sur ce que disait Caroline, et c'est très très juste. Donc de souligner l'interopérabilité, ça c'est un élément essentiel dans le volet technique pour assurer la confiance de l'identité numérique. Interopérabilité entre les différents acteurs en France, mais aussi au niveau européen. Et enfin, j'ajouterais que faire attention dans la chaîne des acteurs qui vont constituer techniquement cette identité numérique, ne pas mettre des acteurs américains, où on va retomber sur des AWS et des Microsoft et ainsi de suite. Je pense qu'il faut quand même, si on veut vraiment être honnête avec soi et avec une souveraineté numérique, une souveraineté, c'est avoir le contrôle entier avec des opérateurs français et européens. Eh bien, très bien, ça nous permet justement de faire le lien avec les questions qu'il y a dans le chat. Il y a une première question qui venait par rapport à cette question de la multiplication en fait, des fournisseurs. Donc, pour citer, certaines autorités de mobilité, métropoles, régions, réfléchissent à devenir fournisseurs d'identité. On comprend effectivement les enjeux au regard des enjeux de mobilité que ces institutions gèrent. Pensez-vous toutes les trois, que cette multiplication de fournisseurs soit une bonne chose? Peut-être Caroline, je te laisse prendre la main sur cette question. Oui, alors si je comprends bien la question, on parle plutôt dans le cadre de fournisseurs d'identité, dans le cadre de France Connect, ou alors c'est entendu la question. Non, plus largement, il me semble. D'accord, ok.
Alors, est-ce qu'on pense que c'est une bonne chose? Oui, nous, on est convaincus que demain, on aura besoin d'une identité numérique de la mobilité pour faciliter les déplacements des citoyens, des personnes en France. Après, c'est une bonne chose. En fait, c'est un peu toujours la même chose. Ça dépend comment c'est fait. Si en fait, c'est des systèmes super centralisés où l'AOM a la vue sur toutes les données, c'est peut-être pas forcément une bonne chose, mais si c'est des systèmes qui sont pensés avant tout pour le citoyen et qui le mettent au centre, alors à ce moment-là, oui. Et encore une fois, par contre, pour moi, c'est pas, mais bon, ça c'est peut-être aussi une conviction personnelle, mais pour moi, c'est pas des choses qui doivent, l'identité numérique, c'est pas des choses qui doivent se faire à des niveaux régionaux, parce que, c'est très bien si j'ai mon identité numérique des Hauts-de-France, par exemple, mais bon, en fait, je me déplace pas que dans les Hauts-de-France, donc c'est plus des choses qui doivent être pensées de manière nationale, et il faut faire attention à ce qu'on crée pas 25 systèmes différents d'identité numérique en France, quoi. Sinon, on n'y arrivera pas. Merci beaucoup pour cet éclairage. Et il y a une deuxième question également dans le chat. Donc, dans l'esprit de maintenir l'équilibre entre simplicité et sécurité, on en parlait tout à l'heure, y a-t-il des solutions sur le marché, que ce soit le dialogue entre les fournisseurs d'identité et les applications clientes, qui savent proposer en fait un niveau de confiance qui est adapté à l'usage tout le long du parcours de service? Valérie ou Isabelle, vous avez des pistes de réponse? Oui, alors il y a des solutions technologiques qui existent, heureusement d'ailleurs, parce que sinon on serait en difficulté, moyennant quoi c'est compliqué, ne serait-ce que parce que en fait les fournisseurs, alors il y a deux choses, en fait il y a deux choses à la question. Un, il existe des solutions évidemment technologiques, on vient de lancer nous un très gros marché et on attend des retours d'industriels ou de start-up d'ailleurs, parce que sur des choses très pointues, il y a aussi des offres de beaucoup plus petites structures et on espère évidemment que ce sera essentiellement des offres souveraines, on va être clair et national. Mais donc, il existe un écosystème industriel français et européen, bien sûr, de qualité sur le sujet de l'identité numérique, avec vraiment une vraie expertise technologique. Donc là-dessus, il n'y a pas trop d'inquiétude. Après, la question sur un parcours unique de l'usage, si on peut dire, en fonction, si je comprends bien, du niveau de sécurité attendu de l'identité numérique, en fait, c'est un peu en cours de conception. Alors moi, je ne raisonne, pardonnez-moi, c'est juste ma petite brique dans le cadre de l'écosystème France Connect. Aujourd'hui, dans les cadres de l'écosystème France Connect, tout est au niveau, entre guillemets, faible, au sens du règlement UIDAS, même si c'est assez sécurisé. Mais or, demain, d'abord, la plateforme France Connect elle-même va permettre d'atteindre des niveaux substantiels et élevés, plus sécurisés. Et il y aura donc des parcours différents selon l'usage, selon le fournisseur d'usage. Certains usages ne requerront toujours qu'une identité entre guillemets faible, d'autres exigeront un niveau substantiel et élevé, avec des difficultés qui font que certains usages sont d'office à un bon niveau de garantie, et puis d'autres, mais ce que vous connaissez déjà chez les banques, c'est-à-dire que dans votre parcours digital bancaire, il y a plein d'opérations que vous pouvez faire très simplement dans l'interaction, l'interface existante, et puis au moment où vous passez un engagement plus compliqué, on vous demande un mécanisme de réassurance, un autre facteur en fait d'authentification, etc. C'est ça qui nous attend demain, c'est-à-dire que en fait l'idée c'est de construire vraiment les parcours les plus fluides possibles pour l'usager, mais avec évidemment juste au moment où il en a besoin et pas plus, un facteur d'authentification supplémentaire qui lui apporte la confiance pour lui et pour le fournisseur de services avant un engagement particulier ou un partage de données sensibles ou une demande d'information ou un engagement financier lourd. Donc oui, ça va se construire. Je ne suis pas convaincue que tout soit déjà défini aujourd'hui. Je suis même convaincue que tout n'est pas défini aujourd'hui et qu'on est vraiment à l'amorce de ces travaux qu'il faudra construire tous ensemble, c'est-à-dire du fournisseur d'identité jusqu'au fournisseur de services et que ça évoluera au fur et à mesure évidemment des retours utilisateurs. Alors, on a une question. Pardon, Isabelle, je voulais rebondir. Oui, non, mais je suis tout à fait d'accord. Et je pense que ça correspond aussi au RGPD et à l'EIDAS, au règlement IDEAS, parce qu'on a des données. On ne t'entend plus, Isabelle. Qui sont
catégoriser. Donc, c'est essentiel. La pratique nous le montre on le voit, par exemple, en effet, dans les banques, la sécurité des données est beaucoup plus haute puisqu'il y a les transactions financières. Donc, je pense que ça, c'est une évidence. On va aller vers une segmentation des usages par les catégories de données. Et enfin, je voulais rebondir sur les différentes velléités de régions. Il ne faut pas qu'on arrive à des baronnies virtuelles et que chaque région se batte pour telle identité et ainsi de suite. Là, ça serait contre-productif. Il faut vraiment qu'il y ait l'identité légale qui est un pouvoir régalien qui est géré par l'État avec un système décentralisé et bien sûr, on peut avoir différents systèmes techniques avec des API et ainsi de suite. Bon, on ne rentrera pas dans les détails techniques. On a une question justement à ce sujet, je vous la lis au moins, je ne demande peut-être pas de réponse, mais c'est intéressant de la lire. Peut-on envisager justement de demander à tous les détenteurs de nos données de choisir une plateforme interopérable ou compatible avec un socle d'exigence nationale, de sorte que pour le particulier, il suffise de se connecter à n'importe laquelle des identités qu'il aura reliées pour avoir accès via des API ad hoc à toutes ces traces. Ou, si le citoyen le veut, constituer un portefeuille unique de ces données. Je vous laisse méditer sur tout ça. Moi, ce que j'entrevois, c'est que le citoyen ait son propre portefeuille de données et que ça soit lui qui ait la gestion et la gouvernance. Alors, peut-être pas forcément la gestion, parce qu'il en aura, on aura peut-être des courtiers en data comme on a aux États-Unis, voilà, mais qu'il en ait au moins donc la gouvernance, ça c'est essentiel. Et on pourra très bien avoir ce portefeuille de données, c'est évident. Et alors, évidemment, il faut une interopérabilité. Alors, l'interopérabilité, elle est difficile à constituer. Pourquoi? Parce que c'est presque une entreprise, une norme, une entreprise, un protocole, une entreprise, un système de protection. Donc là, il y a un gros effort à faire. Et là, je pense qu'il faut vraiment que tout le monde se mette autour de la table. Et comme l'a dit Valérie, il y a des grands acteurs, mais il y a aussi des petites startups qui sont formidables en province et qui font un boulot fabuleux. Et là-dessus, il faut utiliser leurs compétences. Tout à fait. Nous avons une autre question justement qui est liée à cette question de la gouvernance de l'identité numérique et cette question de la sécurité. Donc, comment se prémunir d'utilisation potentiellement malveillante ou détournée par la puissance publique de données liées à une identité numérique gérée par la puissance publique, je cite. Ceci reposant évidemment sur le caractère démocratique de régime, il n'est pas exclu que les usages soient potentiellement amendés. N'est-ce pas, ou est-ce que cela ne peut pas être une limite à ces projets et à ces démarches? En exemple, par exemple, en situation d'état d'urgence, par exemple, ou en imaginant une autre forme de démocratie, entre guillemets, où un parti extrémiste, peu importe de quel côté, qui arriverait au pouvoir et qui profiterait de cette identité numérique mise en place, construite, etc., pour en détourner les usages. Je pense que c'est ça qui est derrière la question. Monsieur Colo Lionel, si on déforme votre question, n'hésitez pas à nous reprendre. Alors, si vous permettez, je vais juste peut-être intervenir sur cette question, puis après je vous quitterai parce que je suis attendue, je suis navrée. Alors oui, j'entends évidemment les interrogations qu'on peut avoir. Alors, ce qu'il faut quand même comprendre, c'est que, et je pense que tous nos échanges l'ont montré, l'identité numérique, ce n'est qu'une brique, alors certes de confiance, certes déterminante pour accéder à plein de choses, mais tout au moins tel qu'on le conçoit, c'est en gros un moyen qui contient uniquement vos données d'identité qui sont celles de votre carte d'identité, pas plus. Ce n'est pas un moyen qui va permettre à l'État d'engranger par ce biais des données et notamment une traçabilité éventuellement des transactions digitales de celui qui l'utilisera. Puisqu'en fait, ce moyen d'identification électronique, il va être d'usage décentralisé, si on peut dire. C'est-à-dire qu'en fait, une fois que l'identité numérique est créée par l'usager, il l'utilisera sans que l'État sache à quoi ça serve. Voilà. À la différence d'un acteur privé qu'on a déjà cité, je ne reviendrai pas sur le sujet, qui lui est en capacité de multiplier et d'agréger sur une identité numérique stricto entendu, l'ensemble des données qui constituent par contre les parcours numériques et les errances digitales de l'intéressé. L'État n'a absolument pas la capacité de croiser ces données. Donc en fait, il certifie une identité numérique
il va donner un moyen d'identification numérique à l'usager. Lui, son rôle, c'est que cette identité, elle soit garantie et certifiée pour apporter un élément de confiance dans l'ensemble de l'écosystème et se garantir d'ailleurs lui-même contre des fraudes, enfin, y compris légal. Mais il n'a pas, absolument pas vocation par cette identité à multiplier une traçabilité de données, absolument pas. C'est absolument pas ni le projet, ni même la capacité, on pourrait imaginer que ça soit, ce n'est absolument pas en capacité de l'État de le faire. Donc voilà, je voulais le préciser et pour rappeler, parce que le sujet avait été soulevé sur Alicem, et notamment les échanges utilisés pour la reconnaissance faciale, les vidéos, etc., n'étaient pas conservés par l'État non plus. Donc en fait, voilà, il faut raison garder, au moins, on est très, très encadré juridiquement. Et quand bien même certains fonctionnaires ou politiques indélicats auraient cette idée, et je n'en connais pas, nous ne serions pas en capacité de le faire. Voilà. Et je suis obligée de vous quitter sur cette bonne volonté manifeste et cette bonne foi. Voilà. Et je vous remercie en tous les cas. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Je vous en prie. Et puis sans doute à bientôt. En tous les cas, je voulais juste vous dire que je trouve quand même qu'il y a une maturité croissante sur le sujet. Parce que moi, quand j'ai pris le sujet il y a 2 ans et demi, d'abord, j'y connaissais rien, je vais être parfaitement honnête sur le sujet. Et en fait, il n'y avait pas d'instance véritablement ou de lieu d'échange, comme ce soir vous l'organisez sur ce sujet. Et je trouve que déjà en 2 ans et demi, il y a une maturité considérable, d'abord parce que c'est tiré par les usages et les besoins, j'en suis consciente, mais même sur la réflexion, sur le débat, on sent que les choses maintenant les mots sont portés en fait, et c'est extrêmement, je trouve, riche et enthousiasmant. Voilà. En tous les cas, il y a plein d'enjeux et c'est passionnant. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci à vous. Au revoir. Merci, au revoir. Super. Il y a une question qui s'adresse pour la SNCF en particulier. Je te laisse la lire maintenant. Alors, elle est assez longue, donc je vais lire, ça sera plus simple. Du coup, c'était plutôt un retour utilisateur sur l'impression de 2 usages différents entre France Connect et SNCF Connect. En se disant que d'un côté, il y avait France Connect, où là, c'était plutôt un store dans lequel, via un login et un mot de passe, on avait accès à un service public et on pouvait se connecter à tous les services publics. Donc, il y avait une interface qui ouvre d'autres accès. Et d'autre part, SNCF Connect qui fusionnait à la fois cette question de login mot de passe, mais également d'accès à énormément de services qui sont indispensables, comme la Wi-Fi en gare, la Wi-Fi dans le train, l'accès à la carte de fidélité. Et que ça pouvait être dérangeant, effectivement, le rapprochement entre l'utilisation du Wi-Fi en gare ou dans le train et tout ce qui est de l'ordre des données personnelles qui sont liées à la carte, à l'abonnement, au programme de fidélité, etc. Donc, comme il l'a très bien résumé, pour être un peu plus clair, il a l'impression effectivement que la SNCF a fusionné toutes ces données personnelles sur un même compte unique, alors que ce n'est à la fois pas nécessaire et utile pour l'usager. Effectivement, c'était une très longue question. Juste pour clarifier un petit peu ce qu'est SNCF Connect, en fait, SNCF Connect, c'est avant tout une brique d'authentification. Donc, c'est-à-dire que typiquement, je vais peut-être pas rentrer dans le détail de l'architecture des services informatiques de la SNCF parce que ça risque pas de passionner tout le monde et surtout, je pense pas que j'ai le droit de rentrer dans les détails. Mais grosso modo, en fait, aujourd'hui, SNCF Connect, c'est une brique qui va juste servir à ce que le client, il n'ait pas besoin d'avoir, déjà de ressaisir plusieurs fois son identifiant, son mot de passe, et pas besoin d'avoir différents identifiants et différents mots de passe pour les services d'une même entreprise qui est la SNCF, comme ça pouvait être le cas jusqu'à il y a quelques temps. Donc ça a été mis en place avant tout pour simplifier le parcours client. Et par contre, il y a toujours bien une séparation en fait entre les différents services. L'équipe qui gère le Wi-Fi en gare, elle ne saura pas quel trajet a fait Monsieur Pierre Dupont qui s'est connecté à son Wi-Fi, même s'il a utilisé SNCF Connect pour ça, parce qu'en fait, on a juste récupéré l'identifiant en fait et le mot de passe et c'est tout. C'est vraiment pas une méga base de données avec plein de services. C'est juste une brique d'authentification en fait pour simplifier le parcours client qui était et qui peut encore être assez complexe dans la galaxie des services SNCF.
Après, bon, c'est pas exactement mon domaine, hein. Moi, je travaille pas du tout dans l'équipe SNCF Connect, donc j'espère que j'ai pas dit de bêtises et je pense que, enfin, s'il y a besoin de précision, je pourrais rediriger vers les bonnes personnes pour creuser ce sujet. Merci beaucoup, Caroline. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques au niveau des participants? On est pile dans les temps, on ne peut pas mieux faire, il est 19 h. Mais du coup, on peut se prendre un peu de temps pour les personnes qui restent et pour vous, pour continuer d'échanger, peut-être ouvrir des pistes de réflexion. Mais justement, moi, je voudrais revenir sur la remarque qui a été faite par Vincent et la question qui a été posée juste avant. Moi, je la trouve très intéressante, à la fois sur ce qu'elle disait de la SNCF, mais c'est surtout sur ce qu'elle dit des craintes que suscite en fait l'identité numérique. Parce que depuis qu'on a commencé à aborder ce sujet, on en parle aussi beaucoup en interne, on fait beaucoup de présentations, et c'est en permanence les questions qui cristallisent le débat, elles sont en permanence en fait autour de qui regarde les données, qui a accès à quoi. Alors que l'identité numérique, c'est beaucoup une question de comment déverrouiller. C'est assez peu une question de qui peut voir les données. Alors c'est parfaitement normal qu'on se pose ces questions de sécurité. Je pense que c'est très important. Moi, en tant que citoyenne, je suis la première à le faire. Par contre, ce qui est vrai aussi, ce que je remarque, et ce qui justifie aussi l'intervention du Tuba aujourd'hui, c'est que le niveau de connaissance sur la protection juridique du citoyen est assez peu connu. Parce qu'en fait, on ne l'apprend pas à l'école, c'est assez peu dit dans les journaux. Donc, à un moment donné, en fait, on n'a pas très bien conscience de nos droits. Le RGPD, c'est illisible si on n'est pas juriste. Le IADS, c'est que pour les gens qui connaissent et qui ont travaillé dans ce type de secteur. Donc, à la fin, les gens ne savent pas comment ils sont protégés justement sur ces questions de sécurité. Alors qu'en fait, elles existent. La biométrie, une entreprise ne peut pas décider de mettre en place des portiques de biométrie un peu partout sur les trains. Il doit y avoir forcément une alternative. On peut parfautement dire non à une solution de biométrie. C'est sur certaines bases de données, c'est avec beaucoup de conditions et c'est avec des accords de la CNIL et autres. Donc, voilà, je pense que c'est surtout en ça que moi, elle m'a intéressée. La question, c'est qu'elle est révélatrice en fait justement de la confusion qui peut être créée voilà, pour beaucoup de raisons, notamment à cause de la science-fiction, à cause de beaucoup de choses, mais qui en dit long en fait sur le niveau de connaissance réel du cadre légal qui existe autour de cette question. Merci. Isabelle, est-ce que tu veux partager? Peut-être, on ne t'a même pas laissé présenter du coup Génération Libre. Ah oui, donc oui, Génération Libre, c'est un centre de recherche qu'on appelle un think tank en anglais. On est dans les 10 premiers au niveau européen, donc c'est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'on est indépendant, hein, donc on ne vit que par l'autofinancement, donc nos membres adhérents. Et les recettes qu'on peut avoir de conférences et de participation à autres événements. Donc, ça a été fondé par Gaspard Koenig. Le directeur actuel, c'est Maxime Sbailly, qui est un économiste, hein, qui a fait l'école de Londres, l'école économique de Londres. Donc, on a des profils très divers et on s'intéresse donc à toutes les libertés. Donc, c'est ça qui est très intéressant. Et donc, évidemment, la liberté de sa vie privée est une des libertés. Gérer ses données, c'est une des libertés. Et ça va très loin puisque, comme on l'a vu, la gestion de ces données à caractère personnel peut entraver la liberté de ses droits civiques et de ses droits politiques, hein. Donc, c'est extrêmement important. Bien sûr, on a aussi la liberté de consommer, la liberté religieuse et ainsi de suite, mais comme la vie numérique est une vie extensive et que tout est ramené à un contenu chiffré, hein, un contenu, voilà, et que finalement la société a pris le pas de la société et le pas numérique plus que le pas littéral ou littéraire. Et j'invite tous les internautes et tous les gens qui nous suivent à s'interroger sur justement les mots. Quel est le sens de leur vie privée? Quel est le seuil de confidentialité qu'ils veulent avoir? Et donc, dans cette seuil de confidentialité, de seuil de protection, eh bien, est-ce que je vais diffuser mon image?
Est-ce que je vais la vendre? Est-ce que je vais la donner? Est-ce que je veux donner mes usages de consommation? Est-ce que je vais donner mon numéro de carte bleue à la banque qui me suit? Ou est-ce que je veux donner simplement mon identité légale à une gestion souveraine faite par l'État? Voilà. Donc tout ceci est extrêmement important et notre think tank a énormément de personnalités très importantes et très intéressantes et on s'attache à faire des rapports et vous pouvez les suivre donc sur le site qui sont parfois traduits en anglais. Le nôtre, donc mes datas sont à moi, a été traduit en anglais et on essaie de porter la bonne parole un peu partout en Europe et bien sûr à Bruxelles pour que nos idées de gouvernance de la donnée par l'internaute, par le citoyen et de la patrimonialisation des données soient portées au plus haut niveau. Et je pense qu'on a avancé sur ce sujet. Au départ, on était les horreurs de minoritaires du paysage français. Aujourd'hui, on est peut-être les novateurs. On t'entend, Isabelle. Avance sur parce que qui a repris cette idée et là aussi on n'est pas le mouton noir du paysage français. Et je vous invite donc à aller sur le site de la Génération Libre. C'est extrêmement intéressant et attention, ce n'est pas que la liberté économique, c'est vraiment toutes les libertés et c'est la liberté de choix du citoyen. Et donc le citoyen, dans l'usage de ces données, doit pouvoir choisir à qui les transmettre, à qui les communiquer, à qui les vendre s'il veut, mais il doit, voilà, on est dans une démocratie et on défend ce choix. Et ce choix est essentiellement lié au consentement et à la gestion du consentement. Eh ben, parfait, ça fait la transition parfaite avec la dernière question qu'on a justement dans le chat, qui dit, en fait, un des problèmes de l'identité numérique, comme de la démocratie, n'est-il pas que nous pensons la plupart du temps comme des consommateurs, donc des usagers, des clients, qui veulent de la simplicité, et que de temps en temps seulement, on se réveille sur notre citoyenneté? Oui. Alors là, je suis tout à fait d'accord avec ce participant, cet internaute, bravo. Et je revendique voilà, que le citoyen a des droits, mais aussi a des devoirs. Et nous ne sommes pas que des consommateurs. Et malheureusement, toutes les directives et règlements européens se sont attachés aux consommateurs. Et la commission la plus importante au niveau européen, c'est la consommation concurrence. Donc, on a voulu faire un marché de capitaux, de flux de capitaux et ainsi de suite. Mais on a oublié le citoyen. Et donc, à partir de 2021 et les années prochaines, privilégions le citoyen dans sa singularité, privilégions le citoyen dans sa liberté de choix et dans sa vie numérique. Qu'il ait le choix de prendre une basket connectée ou qu'il ait le choix de vendre ou de louer ou de faire une cession des données de consommateurs parce qu'il a été dans telle ou telle marque de sport. Voilà. Donc, voyons que le citoyen a des droits et des devoirs et que tout ceci est lié et que finalement, on peut avoir une éthique et un cercle vertueux qui n'est pas résumé simplement à un acte d'achat. Je pense que ce n'est pas un vœu pieux et je pense que la crise du Covid nous montre ça, nous montre que finalement, il y a une autre voie et il y a des voies alternatives et il y a des entreprises et des startups qui ont créé ce système d'économie vertueuse où tout le monde gagne. Voilà. Et donc, il faut définir cet équilibre. Et donc, l'idée dans la patrimonialisation des données, c'est de retrouver cet équilibre, que le citoyen ne soit pas perdu et ne soit pas pris comme un simple consommateur et donneur gratuit et parfois inconscient de toutes ces données, mais que finalement, c'est un acteur de sa vie numérique.
Merci. Si je peux juste compléter pour revenir aux commentaires qui disaient on pense trop souvent comme des consommateurs et on s'oublie en tant que citoyen. Et c'est très juste, mais il ne faut pas non plus s'auto-flageller parce que si on pense comme ça, c'est le système qui est comme ça aujourd'hui. Et c'est parce que justement, on ne parle pas assez de ces sujets. Enfin, on en parle de plus en plus parce qu'il y a une prise de conscience, mais ce n'est pas des sujets qui sont aujourd'hui beaucoup débattus dans l'espace public, qui sont vraiment sur le devant de la scène. Et moi, je prends mon cas personnel, en fait. C'est un petit peu comme tout à l'heure, Valérie disait. Il y a 6 mois, moi, je connaissais rien du tout à l'identité numérique. On a commencé à travailler sur ce sujet en début d'année. Il y a 6 mois, je me créais des comptes utilisateurs un peu partout. J'utilisais Facebook Connect, Google Connect à tout va, en me disant ah c'est pratique, etc. Parce qu'en fait, j'étais pas consciente et parce que je trouve on nous l'apprend pas en fait. Et donc bon, effectivement, il faut penser un peu plus comme des citoyens, mais c'est pas de notre faute si on le fait pas quoi. Oui, ces entreprises-là font tout pour qu'on se comporte en consommateur et pour dépolitiser complètement la question, quoi. Data citoyen, Data, emparez-vous de vos données et décidez de la gestion et du contrôle de vos données. Voilà, et cette prise de conscience, nous, elle passe à travers, en tout cas ici au sein de l'association, à travers de la médiation numérique et culturelle, avec ce qu'on fait ce soir, ce qu'on espère refaire prochainement dans le lieu pour voir tout le monde. On verra si ça sera avec ou sans masque. On espère en tout cas pouvoir continuer de débattre parce que c'est ce qui ressort aussi aujourd'hui sur cette question. Peu importe finalement le positionnement, c'est surtout de laisser de la place au débat et de ne pas suivre une seule et même ligne de pensée ou de technologie ou de déploiement quel qu'il soit. Manon, est-ce que tu veux... on va conclure, vous l'avez compris, parce qu'il est 19h11, il n'y a plus de questions apparemment dans le public. Et puis, je crois que pour un mardi soir, on a déjà bien cogité. On va se laisser un peu de temps pour... Et pour compléter Mathilde, effectivement, le but, c'est d'ouvrir le débat, donc avec des experts, des entreprises, des collectivités, mais également avec le grand public. Ça a été dit tout à l'heure, effectivement, il faut sensibiliser dès le début et ouvrir ces définitions d'identité numérique pour que les gens en soient conscients. Donc nous, c'est également des activités qu'on porte. Et très prochainement, vous allez pouvoir retrouver justement sur le site internet du TUBA toutes les informations par rapport à ce meet-up, mais également par rapport à toutes les recherches qu'on a fait de notre côté et également les activités annexes qu'on fera plus d'un point de vue médiation, là avec des ancrages auprès du grand public et des actions concrètes, on va dire, des ateliers participatifs, etc. Si participer à des espaces de dialogue et d'échange comme ça vous intéresse, n'hésitez pas également, c'est la petite minute promotionnelle, mais n'hésitez pas également à vous inscrire à la newsletter du TUBA, parce qu'effectivement, là, on remercie d'ailleurs la SNCF de nous avoir suivis dans cette question de l'identité numérique, mais ça peut être sur des sujets divers et variés liés à l'urbain et au numérique. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur la newsletter et les réseaux pour voir un peu toutes ces dynamiques, tous ces échanges fédérateurs qui se font entre différents acteurs. Et on vous remercie énormément pour votre présence, que ce soit les participants ou les intervenants, et pour votre implication et votre engagement dans ce sujet que nous portons aussi et qui nous passionne au TUBA. Et puis je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée à tous et à très bientôt, je l'espère. Merci beaucoup au TUBA, bravo pour vous d'avoir organisé ça, c'est super. Que le débat continue. Merci. Bientôt, très bonne soirée. Merci à vous. À très bientôt. Au revoir, à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.